Alors, non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi. Vous tout le monde, ça fait très très longtemps, ça fait très longtemps. Comme excuse, j'ai pas d'excuse. Non, je me suis très mal organisée. À savoir que je crois que ma dernière vidéo postée date de fin janvier. Je me suis très mal organisée pour le mois de février, vu que moi je filme en général le week-end pour poster le week-end d'après, voilà, ça me laisse la semaine pour me faire le montage. Et les week-ends de février, je me suis pas du tout organisée. Un coup j'étais chez mes parents, un coup j'étais chez mon grand-père, un coup j'étais pas là, j'étais en vacances, enfin bref. Et bon, j'aurais pu reprendre en mars, mais avec tout ce qui se passe, j'avoue que j'avais pas trop l'envie de faire ça. Et dernièrement aussi, j'ai eu une très grosse panne de lecture. C'est-à-dire que j'ai lu un livre depuis le début de l'année. Bon, c'est le mastodonte, hein, c'est lui, donc ça va quand même. Mais du coup, c'est vrai que j'ai fini du coup Le Prieuré de l'Oranger fin janvier. Et j'ai eu une grosse panne de lecture suite à ça. Et le premier livre que j'ai lu depuis, c'était le week-end dernier, c'était Les Mystères de Harry Spem. Donc, comment vous dire, en 2 mois, j'ai rien lu. Et du coup, déjà, j'avais pas le temps de faire une vidéo. Et quand j'avais un peu de temps, j'étais ah oui, mais je vous filme quoi en fait? Donc, bon. Mais bon, du coup, j'avoue que si la première période de confinement, je l'ai un peu subie, là, je me remets peu à peu à lire. Du coup, je me suis dit, autant reprendre les vidéos aussi en même temps, parce que ça me changera les idées aussi, ça me fera du bien par rapport à tout ce qui se passe à côté. Et puis voilà, j'en avais envie, je recommence à lire et à avoir envie de lire. Et voilà, du coup, c'est cool. Franchement, je m'attendais pas à ce que le confinement ait un effet positif sur certaines choses. Mais bon, voilà. Donc, sans plus tarder, vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire une grosse mise au point parce que je vous avais pas fait d'update de lecture pour le mois de décembre, alors que c'est le mois où j'ai le plus lu des 4 mois que je vais vous présenter. Donc voilà, vu que après j'ai les mystères de l'oranger. Je fais un titre mixte des deux. Étant donné du coup que le prix de l'oranger, je l'ai lu en janvier et les mystères de Harry Potter, je l'ai lu en mars. Donc les 3 livres ou 4. Non, 3 livres, je les ai eu en décembre, ce serait un peu con de passer à côté. Donc voilà, petite mise au point de la fin d'année 2019 et de ce début d'année 2020. Donc mes lectures de décembre se portent au nombre de 3. Je vais vous parler d'abord de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je crois que je devais le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, si je me souviens bien. Je crois que c'est le seul des 3 que je devais lire. Bref, vous allez voir aussi que ça fait très longtemps que je les ai lus. Du coup, ce que je vais vous dire, c'est vraiment du non réfléchi, du souvenir et quelque part du sentiment brut. Bon, après, j'ai jamais préparé mes vidéos de ma vie, mais voilà. Là, vous le ressentirez un peu plus et je prends compte aussi que ça serait bien que je commence à noter mes livres, hein, surtout si je commence à faire des vidéos tous les 6 mois. Donc, pour revenir à Jane Austen, grosse surprise. Vraiment, c'est, je pense, le livre auquel je m'attendais pas à ce que j'aime autant. Alors c'est pas un énorme coup de cœur comme ça aurait pu l'être pour certains, mais c'était une très bonne lecture. Vraiment, je me suis régalée. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que moi les classiques, c'est pas ça. Hein, c'est pas du tout ça. Je ressors traumatisée vraiment de ma période des classiques par le lycée, notamment par la lecture d'un Émile Zola, je crois, au Bonheur des Dames. Oui, c'était vraiment le livre qui m'a le plus traumatisée et pour lequel j'ai une aversion vraiment profonde pour la littérature classique. Voilà. Donc, comment vous dire? Je voulais vraiment franchir le pas. Je voulais vraiment me dire, voilà, réessaye parce que t'es plus au lycée, t'as plus le même âge, t'es plus la même personne, entre guillemets. Du coup, il y a moyen que tu trouves ton bonheur sur certaines choses. Et je me suis penchée sur Jane Austen et Orgueil et Préjugés, qui est un monument de la littérature anglaise. Et, mais aussi parce que des avis que j'ai pioché un peu par-ci par-là, c'était quand même un récit, je dirais pas moderne pour l'époque, mais où en fait on suit l'histoire de. Comment s'appelle-t-elle déjà? Elisabeth, non? Oui, de Elizabeth Bennet, du coup, qui fait la rencontre du coup de Darcy. Et en fait, Elizabeth, c'est un personnage hors norme, hors du commun. Parce que même si c'est une femme, en fait, elle va chercher toujours plus loin. Elle a un trait de caractère et un trait d'esprit qui sont juste fabuleux pour l'époque.
Et elle détonne un peu dans ce paysage voilà, de la petite bourgade anglaise, un peu perdue, voilà, où bah, par exemple ses sœurs sont très coquettes, elles réfléchissent pas tellement, elles sont très portées sur le physique. Elle en fait, elle va, je sais pas, elle fait tourner ses ménages en fait, elle fait tourner son cerveau, ce qui est très rare pour l'époque parce que bah, soit les femmes n'en ont pas l'envie, soit bah, du moment que tu essaies de faire débat, d'apporter quelque chose, eh ben, t'as forcément quelqu'un ou un homme ou même une femme qui va te rabaisser en mode non mais c'est pas ton rôle en fait. Sauf que elle et Elisabeth elles sont contre-quart. Et c'est bien du coup parce que il y a le personnage du père notamment qui m'a vraiment plu parce que justement il va encourager ce trait de caractère d'Elisabeth à toujours ok tu penses pas comme les autres et alors enfin justement fais valoir ton opinion, fais valoir ton avis et puis voilà parce que tu es une personne instruite et cultivée et c'est pas forcément un trait de caractère chez tous les hommes et chez toutes les femmes donc vraiment cultive cette différence là et franchement c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que tout du long en fait on va chercher vraiment à non pas la rabaisser non mais voilà, à lui chercher des trucs, des petites, elle lui envoyer des petites piques et on s'attend pas forcément à ce qu'elle réponde. Et elle répond, et du coup, c'est l'étonnement de chez certaines personnes. Mais voilà, c'est un personnage fort en caractère et c'est tellement cool parce que même si voilà, elle reste quand même un personnage de son époque où voilà, elle va pas porter de pantalon, elle aime les foufous, voilà, elle se pose des questions sur le mariage, tout ça. Mais ça en reste pas moins quand même quelqu'un qui réfléchit et qui veut pas forcément être dépendant de quelqu'un, comme le veut l'être sa sœur par exemple, ou comme souhaite sa mère aussi. Voilà, elle va chercher plus loin et elle va pas s'attarder sur le physique d'un homme, elle va chercher vraiment à le connaître quelque part et à le bousculer aussi parce que justement c'est ce qu'elle veut et voilà sa rencontre avec Monsieur Darcy du coup va chambouler plus d'un aussi bien elle que lui et c'est vraiment cool parce que en fait il y en a beaucoup qui dépeignent le personnage de Darcy comme quelqu'un de je sais pas, à chaque fois qu'on parle de Darcy, il y a un club de fangirl, j'ai l'impression, derrière. Et moi, je trouve pas ça. Enfin, je l'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien ce personnage-là aussi parce que derrière cette carapace, il y a quand même quelque chose. Mais voilà, c'est pas non plus, je saurais pas dire, le gars, enfin, il a pas la main sur le cœur comme. Enfin bref. Mais justement, malgré ses mauvais côtés, il a quand même de très beaux côtés. Et c'est cool parce que ça en fait un personnage vraiment attachant, malgré lui, je pense. Et donc voilà, après, l'intrigue en elle-même, je saurais pas quoi vous dire dessus, c'est. Voilà, c'est la rencontre de Elisabeth et du coup de Darcy via le biais de la sœur aînée de Elisabeth qui rencontre l'amour avec l'un des amis de Darcy. Donc forcément les deux vont se rencontrer et ils vont pas bien s'entendre au début, ça va être vraiment pour le coup des préjugés et une bonne dose d'orgueil. Et vraiment après ce livre porte très bien son prénom, c'est que voilà, il faut pas se laisser avoir par les préjugés, même si on déteste quelqu'un, s'il faut, il est peut-être pas comme ça, et c'est ce que va se rendre compte Elisabeth. Voilà, il faut passer à travers les apparences et creuser toujours plus. Et voilà, et c'est ce qui va se passer, c'est qu'elle va pas vraiment. Enfin, au début, ça va la faire chier, vraiment, de se dire ouais, bon, ok, il est peut-être pas si méchant que ça tu le sens, hein, que ça la fait chier de l'admettre, mais elle admet. Et c'est un grand pas, voilà, parce que pas tout le monde fait ça, et vraiment, c'est très très cool. Ça change tellement, et ça montre une version de la femme qui est tellement différente de l'époque, et qui est tellement trop bien. J'ai envie de dire le combat d'Elisabeth pour voilà, son indépendance, tout ça, c'est quelque chose qui est encore le cas d'aujourd'hui de beaucoup de femmes. Malgré son ancienneté, c'est, je pense, un livre très, très moderne et qui touche à beaucoup de choses qui sont encore d'actualité. Donc franchement, bingo, j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé ma lecture. Le vocabulaire, bon, j'avoue que des fois, il y avait des phrases qui faisaient 2 kilomètres de long et du coup, t'es un peu perdu, j'avoue. Mais, mais c'est tellement bien foutu, bien transcrit, bien. Je sais pas. Après, avoir la version originale, parce que du coup, je l'ai lu en français, mais vraiment, il n'y a rien à dire. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est comme je dis, c'est peut-être pas un énorme coup de cœur,
mais vraiment, vraiment une très bonne lecture. Ça me réconforte dans le fait que je peux encore lire des classiques, non, c'est mal dit quelque part, mais voilà, que le mauvais souvenir que j'avais au lycée, voilà, c'est quelque chose peut-être qui est derrière moi. Faudrait peut-être que je réessaye de m'approprier certains styles, certains genres. Et pour ça, voilà, il faut juste retenter de lire des choses. Alors, Au Bonheur des Dames, je pense que je ne lirai plus jamais de ma vie, hein, tellement j'ai été traumatisée. Mais lire d'autres choses, de grands auteurs, que ce soit français ou étrangers. Mais voilà, je suis très très contente voilà, d'avoir passé mes a priori dessus, d'avoir passé mes préjugés dessus. Et, et voilà, franchement, je le recommande beaucoup. Je suis pas fan de romance, ça vous le savez, mais vraiment, il est trop bien. Même la romance est bien fichue, tout est bien fichu en fait dans ce livre. Donc voilà, à avoir dans quel autre classique je décide de lire pour 2020. J'ai mis les 4 films de Dr. March, mais c'est pas pour maintenant. Parce qu'en plus en anglais, ouais non, faut pas abuser le confinement non plus. Mais voilà, j'ai très très hâte voilà, d'en découvrir toujours plus sur ce genre qui m'est inconnu finalement. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. J'ai ensuite lu en décembre le tome 7 de la saga L'Épouvanteur, Le Cauchemar de l'Épouvanteur par Joseph Delaney, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Vous savez à quel point ce tome est décisif pour moi, dans le sens où le tome 6, ça a été le caillou dans la mare, ça a été vraiment le... J'avais aimé tous les livres, ça avait été d'immenses coups de cœur du premier au 5e tome du coup, et le 6e tome avait été, mais je me demande comment j'ai pas réussi à le brûler encore. Franchement, je l'ai détesté, mais du début jusqu'à la fin, ça m'a pas plu. Mais voilà, je voulais quand même retenter une fois quand même, vraiment ne pas m'arrêter à un tome qui m'avait pas plu, parce que voilà, il y a, je sais pas, 14 ou 15 tomes pour cette saga. Voilà, il y a tout un truc à développer, toute une intrigue principale à vivre. Voilà, je voulais pas m'arrêter vraiment à un tome parce que quand même ça aurait été dommage. Et parce que tous les auteurs font un... je sais pas comment dire, parce qu'il y en a qui l'ont beaucoup aimé ce tome 6, il y en a qui l'ont pas aimé comme moi. Mais voilà, je pense que pour tout le monde, il faut que l'auteur fasse une erreur quelque part. Et c'est pour ça que du coup, j'ai attendu ce tome 7 avec un peu d'appréhension, mais avec beaucoup d'impatience quand même. Donc voilà, j'étais très très contente de me le procurer. Et quoi dire de cette lecture? C'était cool. Franchement, ça a rattrapé ce tome 6 qui était catastrophique à mes yeux. Donc bon, il m'a réconforté vraiment, il m'a rassuré, en me disant ok, c'est bon, ça va mieux. Ça va mieux. Je saurais pas comment le dire, mais voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce tome 7. Il y a le background sur la guerre qui commence à se développer un peu plus, ce qui force Tom, l'épouvanteur et Alice à fuir le comté parce qu'ils sont plus bienvenus et parce que de toute manière ils ont saccagé leur maison. Donc bon, en allant se réfugier sur une île, il se passe plein de choses dans le sens où les villageois sont très très réfractaires à la venue de toutes ces personnes qui cherchent à fuir la guerre. Et notamment, ils sont très réfractaires à l'idée d'avoir des sorcières et des épouvanteurs et tout le tintouin quoi. Et bien évidemment, à côté, il y a toute l'affaire aussi du malin qui est revenu. Alors, on n'en parle pas énormément du malin dans ce tome-ci, parce qu'il y a toute l'affaire principale à ce tome qui prend le pas dessus, mais c'est pas pour déplaire. Franchement, c'est pas si mal que le malin soit mis un peu de côté, notamment après le dernier acte assez frappant de Alice et de Tom de se lier par le sang là. Et donc voilà, alors je ressors de ces lectures vraiment très très bien, tout ça, mais en fait je me rends compte que je suis vraiment le mood de l'épouvanteur durant ma lecture, c'est-à-dire que quand il... c'est pas du... aussi c'est du spoil ou peut-être pas, enfin bref, quand l'épouvanteur va savoir pour Alice et Tom, il va être tellement déçu, mais tellement déçu, vraiment, ça va devenir la définition même du mot déception. Et ben je l'étais moi aussi, et en fait je me reconnais vraiment dans ce personnage, et je pense que de tous les personnages entre Alice, Tom et l'épouvanteur, c'est l'épouvanteur qui évolue vraiment le plus à mes yeux, dans le sens où il vieillit, et il est confronté déjà à sa vieillesse, hein, voilà, et il l'admet pas toujours, et là il va être forcé de l'admettre qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire tout seul, ou qu'il ne peut plus faire tout court, parce que voilà, là je le rattrape et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et voilà, d'un côté il y a des choses qui vont ébranler ce qu'il croyait au plus profond de lui, voilà, notamment
bon ça c'est depuis l'arrivée de Tom et de Alice dans sa vie, c'est que voilà, il y a des choses qui sont... Enfin, il essaie vraiment de croire vraiment beaucoup plus profondément dans ses valeurs, à tout ce qu'on lui a enseigné, à tout ce qu'il a vécu, tout ça, mais voilà, le fait que, bah, notamment que Tom et Alice se soient liés sans son accord, ça va ébranler toutes ses certitudes, et voilà, dans la fin de ce tome 7, il est vraiment il sait pas trop où il en est en fait, il sait pas trop si il en veut à Tom ou pas, s'il en veut... En fait il en veut au monde entier je pense quelque part, surtout depuis qu'on a cramé sa bibliothèque, mais il essaie quand même d'avancer, d'être fort parce qu'il le doit pour protéger le comté, mais voilà, c'est le personnage je pense qui me touche le plus et qui est... Enfin voilà, je l'aime vraiment beaucoup l'épouvanteur, mais ça depuis le tome 1, je vous le répète, je l'aime beaucoup ce personnage. Ensuite vient Tom qui est quand même le héros. Tom, il reprend l'indépendance un peu plus parce que je vous l'ai dit, dans le tome 6, il était dans les jupons de sa mère, ça m'a saoulé. Là, bah, vu qu'elle est plus là, eh ben, il est un peu plus autonome, mais du coup, j'ai l'impression que Alice prend le rôle de chaperon, du coup. Et il fait des... Il a des décisions que... Enfin, il y a Alice qui lui force la main sur beaucoup de choses, c'est pour ça que je la déteste d'ailleurs. Mais du coup, lui, il va suivre un peu comme un chien sur certaines décisions. Bon, après, c'est que des décisions assez logiques aussi dans un sens, mais voilà, j'ai l'impression que petit à petit, il perd en autonomie un peu, alors que il en avait gagné au début du tome, du fait de tout ce qui lui est arrivé dans le tome 6, voilà. Je vais pas vous spoiler, mais bon voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses qui l'ont ébranlé et qui l'ont touché et qu'ils l'ont dévasté et que voilà, il commençait à remonter la pente, et le fait que Alice prenne de suite les devants bah, vers la fin du tome 7 justement, il se laisse complètement faire et j'ai l'impression que, enfin j'ai pas envie que dans les prochains tomes en fait, bah, qu'Alice le bouffe littéralement. Et qu'il devient bah, un peu en fait Alice l'héroïne et lui qui suit quoi, alors que c'est pas la vision que j'ai de la saga de l'épouvantaire. Donc bon, à voir comment ça évolue dans les autres tomes, mais j'espère vraiment que Tom va regagner en autonomie, va regagner en confiance un peu, parce que ça aussi c'est à cause des événements du tome 6, tu le sens dans ce tome là que il a perdu beaucoup et que voilà, il sait pas trop où il en est et que bon, voilà, il est un peu comme l'épouvanteur, à la fin il est un peu chamboulé sur tout. Mais bon, je pense que c'est pour mieux rebondir dans le tome 8 et je l'espère en tout cas. Après, pour le personnage d'Aïe, je vais pas m'épancher plus dessus. Je ne l'aime pas, donc que voulez-vous que je vous dise. Quoique, elle m'a moins saoulée dans ce tome-là que dans les autres tomes. Je l'ai un peu plus appréciée. Je sais pas trop comment vous dire, mais ouais, elle était moins lourde. Je sais pas, moins omniprésente. Mais en fait, elle prend un mauvais chemin, j'ai l'impression. Et si elle emmène Tom avec elle, je vais m'énerver. Donc voilà, tout est dit. Mais voilà, après l'intrigue de Sunset est très cool, vraiment. Comme d'habitude, je l'ai lu quasiment d'une traite. Enfin, c'est livre de l'épouvanteur, ils ont cette magie, c'est que tu l'ouvres, bah, tu le refermes pas tant que tu l'as pas fini en fait. Donc bon, très contente en tout cas de ma lecture, j'espère que le tome 8 arrivera bientôt. Bon là en période de confinement c'est un peu compliqué, mais voilà, le tome 8 pour très bientôt. De toute manière je les achète dès leur sortie en poche, donc bon. Du moment qu'il sera sorti en poche, vous êtes presque sûr que je l'aurai lu les semaines qui vont suivre. Donc bon voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, je peux pas vous dire j'aime toujours autant parce que le tome 6... voilà. Mais ça me rassure, ça me conforte dans l'idée que la saga l'épouvanteur a encore beaucoup de choses à livrer, a beaucoup de choses à me faire découvrir. Du coup je vais la continuer avec grand enthousiasme et à très bientôt pour le tome 8 j'espère. Ensuite, alors... On n'en parle ou pas. Je vais après la guerre, je vais après tout le monde, mais c'est pas grave. Alors, le dernier tome du coup de La Passe Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, je suis passée par plusieurs stades dans ma lecture, c'est-à-dire que en fait je l'ai lu mais à une vitesse lui aussi, vraiment, parce que j'avais tellement hâte de retrouver Ophélie, de retrouver Thorne, de retrouver tout le monde qui s'était construit, que j'adorais par-dessus tout. Et en fait, je me souviens que quand j'ai fini ce tome-là, c'était un énorme coup de cœur. Vraiment, j'avais pété un câble dans ma vie. Je l'avais fini à 2h du matin, je crois. J'étais pas bien, j'étais en PLS, j'étais en pleurs et tout. Mais franchement, je vous dis, je voulais le mettre limite dans mon top 2019.
Mais après, c'est toujours bien voilà, de faire les vidéos plus tard un peu, de prendre le recul, parce que du coup, je me suis rendu compte que bah, il manquait pas mal de choses en fait. Que tout le truc des échos, qui était... Enfin, il y a plusieurs bémols qui font que, sur le coup, je m'en foutais parce que j'étais concentrée vraiment sur l'histoire de Aurélie... Aurélie, n'importe quoi. N'importe quoi. De Ophélie, du coup, et de Thorne. J'étais tellement captivée par leur histoire à eux que j'en ai oublié vraiment tout le background qu'il y avait à côté, quoi, et qui fait quand même l'histoire, j'ai envie de dire. Mais voilà, alors, juste voilà, mon gros coup de cœur, voilà, c'est leur relation à eux qui est tellement belle, qui est tellement... Je les aime tellement tous les deux et je suis tellement triste de cette fin. Mais quelque part, je pense que ça aurait pas pu finir autrement vu comme c'était parti. Mais très très gros coup de cœur pour leur relation à eux. Mais après, voilà, je vais soulever mon tapis où j'ai mis toutes mes poussières de défauts et je vais balayer un peu. Voilà, comme ça on repart sur de bonnes bases. L'un des points noirs que j'ai pas trop compris, que j'ai pas trop. C'est toute l'histoire des échos en fait. En fait, quand j'ai refermé le livre, du coup j'étais en mode pas bien dans ma vie. Et après, plus tard, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien compris à cette histoire d'écho. Vraiment. Et j'ai rien suivi. C'est vraiment, en plus, ça tombe. Je dirais pas que dans le tome 3, on nous tease un peu cette histoire d'écho, mais ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai l'impression. C'est tout ce truc d'écho, en général, j'ai vraiment pas suivi. Et le peu que je me souviens, c'est que j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris la physique du truc. Ah, je dirais pas l'intérêt, non, il fait l'histoire, donc il a un intérêt. Mais tout ce truc d'écho, franchement, il est passé à ma trappe. Et ça m'a pas... Sur le coup, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Enfin, ça aurait pu être chose. En fait, c'est tellement random, j'ai l'impression que ça aurait pu être tout et n'importe quoi à la place du mot écho. Alors que c'est quand même l'intrigue principale quand même. Ouais, là, je pense que vous le voyez à ma tête, c'est un truc que j'ai pas compris. Après, l'un des points noirs qui est quand même moins que les échos, c'est toute l'intrigue qu'il y avait autour de l'arche Arcanter, il me semble le nom, là où sont partis Archibald et toute sa clique. Elle est passée complètement à la trappe, elle aussi. Vraiment, il n'y a que 3 chapitres ou 4 qui se battent en duel. Et franchement, ça n'apporte rien. Et j'étais tellement déçue parce que j'attendais tellement de ce qui se passe, j'attendais tellement de choses de cette arche, de ce qui allait se passer dessus et tout. Ça passe complètement à la trappe. Et j'étais vraiment dépitée parce que sur le coup, je me suis dit, quand même, l'arche de Arcanter, on en parle depuis le tome 2, peut-être même le tome 1. Et ça rien du tout, ça apporte aucune valeur ajoutée, ça rien, vraiment, que dalle. Et franchement, je sais pas. J'ai pas compris l'intérêt de nous le teaser depuis le tome 2, je suis sûre qu'il nous le tease depuis le tome 2. Peut-être pas le tome 1, mais voilà. Et que ça prenne aussi peu de place. Vraiment, il n'y a rien du tout. Il y a que dalle. Franchement, j'ai pas compris. Vraiment, l'esprit de famille qui régit cette arche, on le voit quoi, 3-4 fois, même pas. Bon, franchement, moi j'attendais beaucoup plus de cette partie-là de l'histoire je pensais que ça allait donner beaucoup plus de réponses et en fait que dalle. Donc voilà, ça a été l'une des révélations que j'ai eues après m'être bien calmée de la fin. Donc voilà, je suis un peu déçue de cette partie-là de l'histoire. Et après, je dirais l'intrigue en général, même si on enlève tout ce qui est écho, qui est un peu, voilà, comme vous l'avez compris, j'ai pas du tout adhéré. Et ben en fait, la révélation finale, quelque part, sur voilà, Dieu et sur l'écho de Dieu, de ce que j'ai compris, pour moi c'était random là aussi. Ça aurait pu être n'importe qui, j'ai pas compris. Vous allez croire que j'ai pas aimé ma lecture, alors que franchement, si, franchement, j'ai été happée du début jusqu'à la fin parce que quelque part, même si je soulève tous ces points, ça se tenait et c'était logique. Et donc voilà, ce qui fait que ma lecture était exceptionnelle.
Je vous le dis, la relation de Thorne et de Ophélie fait tout, et elle supplante vraiment tout le reste. Sauf que ça devrait pas être que ça. Le livre, ça devrait pas être que une relation, ça devrait être aussi tout ce qui se passe derrière. Après, j'ai l'impression aussi que ça a perdu un peu, je dirais pas son originalité, mais je me souviens de de ce qui m'avait frappé en fait dans ma lecture de tome 1, c'était tout ce vocabulaire qu'utilisait Christelle Labosse, qui était, je dirais pas hors du temps, mais qui était atypique un peu. Et je l'ai pas retrouvé dans ce tome-là. Il y a d'ailleurs un peu moins dans le tome 3. Mais là, c'était complètement passé à la trappe, je trouve. Donc voilà, il n'en reste pas moins que la saga La Passe-Mémoire restera vraiment très très longtemps une saga chouchou dans mon cœur. Mais franchement, ouais, c'est... Je dirais pas que c'est lui figue mes raisins ma lecture, parce que... Mais voilà, en fait, si on enlève vraiment toute la relation de Thorne et de Ophélie, tout... Voilà, l'essence de ces deux personnages qui sont hors normes, qui sont genre super, enfin... Ophélie, je l'adore, Thorne, je l'adore, je les trouve géniaux. Bah, si on enlève ça, j'ai l'impression qu'il reste pas grand chose. Et je trouve ça dommage parce que moi, quand je dis qu'un livre est un coup de cœur, en fait, c'est que les personnages déjà secondaires sont toujours là, sont toujours présents, et que tout le monde m'a tellement envoûté que c'est énorme, et que je m'imagine d'autres personnages qui vivent dans ce monde-ci, qui vivent leur truc, et enfin, bref, oui, des fois je pars un peu trop loin dans mon raisonnement, mais c'est pas grave. Mais voilà, et oui, là, c'est un autre point noir que je soulève, c'est que bah, les personnages secondaires, ils sont plus là. Ils sont pas là, tout simplement. Il y en a pas, hein, clairement. Les seuls auxquels je m'étais vraiment attachée, que ce soit Victoire, Archibald, Renard, etc., ben, on les voit quasiment jamais. Et, et ceux qui suivent Ophélie, bah, en fait, elle change tellement d'endroit qu'on voit pas tout le temps les mêmes personnages, mais du coup, on n'a pas tellement le temps de s'attacher. Mais du coup, enfin, je la recommande cette saga vraiment du fond du cœur. Si vous voulez vraiment vous lancer dans une saga, je vous dirais la passe miroir à tous les coups. Mais voilà, j'aurais voulu plus, j'aurais voulu vraiment plus, et je pense qu'on aurait pu faire plus. C'est ça qui me déçoit un petit peu. Mais je l'aime d'amour quand même cette saga. On arrive du coup maintenant à cette belle bricasse, ma première lecture du mois de janvier. Du coup, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. Donc, ce livre qui a été la cause de mon énorme panne de lecture, si on peut dire. Bon, après, en même temps, avec près de 1000 pages, je pense que ça peut compter sur plusieurs livres, presque. Hein. Donc, vu que ça, j'ai mis, je crois, un mois à le dire, faute de place, tout simplement, parce que d'habitude, je lis dans le métro. Et transporter ça dans le métro, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que ce pavé vous l'avez très certainement vu passer, je pense, sur Instagram, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, parce que ça a fait un énorme carton. Voilà. Et je suis d'accord de ce carton. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est à deux doigts d'être un coup de cœur, lui aussi. Comment vous dire le coup de cœur là est difficile en ce moment, mais vraiment j'ai beaucoup aimé tout en fait, que ce soit l'intrigue, que ce soit les personnages, que ce soit la traduction, vraiment, mais c'est un pur bonheur ce fantasy, j'ai tout aimé, vraiment tout, sauf du coup des petites choses que dont je vous parlerai. On suit du coup plusieurs points de vue dans ce livre. On suit le point de vue de Eld qui est une sorcière du prieuré de l'Oranger et qui a fait vœu quelque part de protéger le territoire du sans-nom, qui est un... Alors le sans-nom, c'est que en fait les méchants de l'histoire en gros ce sont les dragons. D'un côté on a le dragon de feu dont le sans-nom qui est le chef, et de l'autre côté on a les dragons d'eau qui sont des reptiles plus... Enfin du bon côté de la force, si on va aller par là, qui sont vénérés par le peuple de l'Est, mais méprisés par le peuple de l'Ouest, parce que voilà, c'est pour eux, ils mettent les dragons tous dans la même catégorie. Et donc elle est à l'Ouest, et on va l'envoyer en Inis pour protéger la reine Sabran, qui, en fait, d'après la légende, la dynastie de la reine Sabran devrait empêcher le retour du sans-nom tant que elle est en vie, et tant qu'elle enfante d'une fille, qui enfantera d'une fille, qui enfantera d'une fille, etc. Donc voilà, elle est envoyée par le prieuré de l'Oranger parce que
même s'ils y croient pas tellement à cette légende, ils préfèrent quand même prévenir que guérir, donc elle est envoyée là-bas, et du coup on suit son quotidien aux côtés de la reine Sabran. Toujours dans l'ouest, on suit aussi le point de vue de Lot, je sais plus comment il s'appelle, qui est un proche ami de la reine Sabran, et qui est envoyé dans un pays, je sais plus le nom, pour espionner un peu ce qui se passe parce qu'ils ont revendiqué leur appartenance au Sans-Nom. Donc voilà, il est envoyé un peu contre son gré là-bas pour voir ce qui se manigance. Et donc ça c'est les personnages, ça c'est pour les personnages de l'Ouest. Et à l'Est, on va suivre du coup 2 points de vue aussi. Le premier c'est celui de Tané qui est sur le point de devenir, enfin d'entrer dans la garde des dragonniers. Donc voilà, il y a tout l'entraînement qu'elle a suivi, tout son parcours, tout ça. Et, sauf que ça va être chamboulé un peu, parce que sinon c'est pas drôle. Et on a le point de vue de Nicolas, je sais plus comment il s'appelle trop, lui aussi, et qui est un docteur qui vient de l'Ouest, mais qui a été exilé à l'Est parce qu'il a fait une connerie. Et donc voilà, en fait, c'est la différence un peu de point de vue entre l'Ouest et l'Est. Et l'intrigue générale, en fait, c'est le Sans-Nom en fait, qui va se réveiller malgré la présence encore de Saban sur le trône. Voilà, de tous ces serviteurs qui vont se réveiller petit à petit et qui vont devenir de plus en plus agressifs, voilà, jusqu'à brûler des villes, tout ça. Et donc voilà, c'est... En fait, ça serait un peu... C'est pas qu'une intrigue, ce livre. J'essaie de vous résumer ça en une intrigue, mais c'est pas que ça. Parce qu'il y a toute... Ça parle de tellement de choses. Déjà de la différenciation entre l'Ouest et l'Est, qui sont deux peuples radicalement opposés, mais de par leur fait que l'Est, ils vénèrent les dragons parce que les dragons de l'eau les ont aidés pendant une guerre encore avant contre le Sans-Nom et que machin. Et d'un côté, on a l'Ouest qui, eux, détestent les dragons, qui peuvent pas les voir, et parce qu'ils sont maladie, ils sont feu, ils sont sang, ils sont guerre. Et ensuite, on a une deuxième différenciation qui est dans l'Ouest même, de par la religion. On a les principaux pays qui sont sous la gouverne un peu de Sabran, parce que Sabran est la prêtresse quelque part de la religion qui se nomme la vertu de la chevalerie, la vertu pour être plus simple, où voilà, et on a vraiment ce monopole de cette religion à côté des pays qui ne sont pas du tout voilà, annexés par rapport à cette religion-là, qui ont leur propre culte, tout ça. Ce livre parle vraiment, vraiment de beaucoup de choses. Que ce soit déjà des différences de religion, des différences de croyances, des différences de sexualité aussi, parce que du coup on a des personnages qui sont homosexuels, et c'est très très cool ça. Alors oui, vous savez mon amour pour les récits de ce genre, mais bon, alors, j'ai pas lu ce livre parce que je le savais, parce que ça a été une énorme découverte sur le coup, mais voilà, c'est le genre de livre où c'est bien d'avoir ce genre de héros, qui sont héros d'ailleurs, que c'est pas des personnages secondaires qui sont là pour faire joli comme une plante. Non, ils sont là, ils savent faire des choses, c'est même eux qui vont quelque part sauver le monde, et puis voilà, ok, la sexualité n'a rien à voir avec tout ça. Donc bon, et ça parle de beaucoup de choses qui sont à reporter un peu sur notre monde moderne, quelque part, même si on est de différentes religions, on peut quand même s'entendre, voire s'aimer, même si voilà, on a différentes croyances, on vient de différents endroits, voilà, il n'empêche pas moins qu'on peut quand même s'unir contre un ennemi commun, parce que voilà, c'est de l'ordre du vital. Et c'est pas parce que on aime tel ou tel qu'on peut pas aimer une autre personne, que voilà, c'est... En fait, chaque personnage est très complexe, et c'est ce qui fait qu'on s'attache vraiment à chacun d'eux, parce que je les aime d'amour. Vraiment, ça serait difficile de vous résumer un pavasse comme ça en peu de temps, euh, avec tout ce qu'il apporte. Peut-être que je ferai une vidéo esprit dessus, que sais-je, j'en sais rien. Mais sachez que les 1000 pages valent le coup. Vraiment, vraiment. Il y a tout un univers derrière, il y a tout un raisonnement. Franchement, je préfère lire une grosse pavasse de 1000 pages comme ça et me dire que c'est bon, c'est fini, quelque part, que de m'emplâtrer 15, 16 tomes
comme As et qui sont toujours pas finis, parce que punaise, des fois il faut savoir mettre un point final. Donc voilà, ce genre de livre, je pense que ça devrait être une référence. Ça devrait être voilà, une normalité. Lire de la fantasy, ça ne veut pas dire forcément lire des sagas qui font 20-25 tomes et qui font 1000 pages chacun. Ça peut être aussi lire, alors peut-être que oui, il fait 1000 pages, et alors, mais c'est comme les poisons de Kassar, à un moment donné, en un tome, des fois ça suffit largement pour créer un univers, pour créer des personnages forts et impactants, et pour créer une intrigue qui valent le coup, et qui est du feu du dieu. Si ça passe vraiment à 2 coups de cœur, c'est pour 2 raisons. Je pense que la bataille finale a été expédiée, mais vraiment, vraiment. Et je suis restée sur ma faim en fait, parce que je me suis dit, je me suis tapé 800 putains de pages pour 50 pages de bataille, vous foutez de ma gueule, comment ça se passe? Non mais je vous jure, j'étais comme ça dans le livre. Oh, je sais pas, un peu, c'était limite trop facile. Oh, attendez, à un moment donné, c'est pas que... Après, c'est... Je veux dire, c'est cool aussi d'avoir ce genre de bataille, je dirais pas expéditive, mais qui dure que quelques heures, quelque part, où tout se joue en un fragment de seconde, tout ça, c'est cool, c'est rapide, ça envoie du rythme, tout ça, mais moi, sur le coup, je m'attendais quand même je sais pas, que ça soit pas fait comme ça d'un coup, un claquement de doigts, quelque part. Donc bon, j'ai été un peu... Ouais. C'était pas de la déception, là, pour le coup, c'était vraiment... je voulais mettre un peu plus sous ma dent, mais bon, tant pis. Et la deuxième déception, c'est la fin, tout simplement. Je la trouve pas bâclée, mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup de questions encore en suspens à mon goût. Et je sais pas, rien que la dernière page, ça m'a laissé pantoise. Je dis, ah, c'est ça la fin? Vous vous foutez de ma gueule là aussi? Je vais taper 1000 pages pour ça? C'est. Vraiment, c'était plus de. C'était de la fausse colère, quelque part. En mode, mais. Vous vous foutez de moi, franchement, vous vous foutez de moi. Mais je suis très contente d'être venue à bout de tout ça. Après, voilà, il y a des personnages pour qui la fin, je dirais pas que je l'ai pas comprise, mais dans le sens où je me suis dit, d'accord, et pour moi, c'est pas comme ça qu'on termine quelque chose, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, enfin bon, comme je vous le dis, il faudrait une vidéo entière de 20 minutes pour vous en parler de ce bouquin. Mais sachez que, alors je le recommanderais pas pour quelqu'un qui se débute en fantasy, parce que les 1000 pages, ça va lui faire peur, et il a raison. Mais pour tous les amateurs de fantasy en général, qui cherchent un peu plus, qui cherchent de l'originalité, qui cherchent voilà, des héros qui sortent de l'ordinaire, qui... Voilà, le plus vrai de rangé, j'aurais rien d'autre à dire de plus, parce que ça envoie tellement du lourd. C'est original, c'est pas le genre de fantasy où t'as un héros, que t'as une quête, et t'as le héros qui va tout faire pour sa quête. Non, certes, t'as une intrigue principale, mais t'as plein de choses à côté qui gravitent et qui ont leur importance. Et déjà, t'as pas un héros, t'en as 4, du coup, enfin 4 points de vue, qui vont à chacun apporter leur manière de voir les choses, leur façon de faire, voilà, leur intérêt, leur objectif. Voilà. Alors, même si tu t'amènes à détester certains personnages parce qu'ils sont ignobles, tu te dis quand même qu'ils ont vécu pas mal de choses qui font qu'ils sont pas ignobles pour rien. Même si des fois c'est de la méchanceté gratuite, on va pas se le cacher, mais il n'y a pas des gens mauvais et des gens gentils foncièrement, c'est ça ce que je veux dire. Chacun a leur part d'ombre, chacun a leur part de lumière, et en fait, voilà, tout le long du livre, c'est les personnages qui vont essayer de mélanger ces deux parts, ces deux moitiés qu'ils ont, et d'essayer d'aller au-dessus des préjugés qu'ils ont, notamment vis-à-vis de la religion, des interlocuteurs qu'ils vont avoir en face. Parce que certes, ils croient à certaines choses, mais des fois, leurs croyances sont ébranlées. Et certes, des fois, il vaut mieux voilà, camper sur ses positions, mais des fois, il vaut mieux aussi prendre en compte l'opinion de l'autre pour pouvoir avancer et pour pouvoir découvrir aussi tellement d'autres choses. Et voilà, ne pas rester fermé dans son petit coin, dans sa petite maison, reclus là, et voilà, de découvrir le monde tout simplement. Donc voilà, très très bon livre de fantasy. Voilà, la fin aurait peut-être pu être un peu mieux à mon goût, mais vraiment une très très bonne lecture, vraiment. Mouah. On en vient du coup à mon long naufrage quelque part de 2 mois,
Et bah, c'est ce week-end, là, le week-end dernier, le 28-29 mars, voilà, que ça m'a pété. Je voulais reprendre de la lecture tout simplement, mais pas m'attaquer à des romans de 1000 pages ou de 500 pages, tout ça. Je voulais m'attaquer vraiment à des petits livres pour me remettre petit à petit dans le bain. Et du coup, ma main s'est arrêtée sur Les Mystères de Harry Potter, le tome 2 de Lucie Pirapajo, publié aux éditions... Je sais pas. Paul Fiction, mais il n'y a pas un autre nom. Ah non, c'est Gallimard Jeunesse. Donc, c'est la suite directe du tome 1. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, le tome 1, je l'avais plutôt bien aimé, même s'il était très très introductif. J'attendais vraiment le tome 2 quelque part pour voir si ça allait être encore plan-plan, ou s'il allait se passer enfin des choses. Et je suis très très contente de ce tome 2. Bizarrement, c'est tout le temps l'inverse. J'aime beaucoup le tome 1, le tome 2 étant chute libre, mais ce tome-là, ben, le tome 1 était là, le tome 2 il est là. Voilà, là on a annoncé la couleur, on sait en fait ce qui va se passer, là on rentre dans le vif du sujet, dans le dur, du dur, et c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Donc on suit Liberté, Carmine et Nathanaël qui... voilà, juste après les événements du tome 1. Donc si jusqu'à présent on avait Liberté, Carmine d'un côté et Nathanaël de l'autre, les trois vont se réunir grâce à la force de l'orphelin, où, bon c'est pas tellement un spoil, là, tu le sais dès les 2 premières pages, que Carmine va recruter Nathanaël dans la boucherie. Donc voilà, c'est comme ça que les trois vont être amenés à collaborer ensemble, notamment via les jeux de loi qui sont les jeux pour fêter le centenaire de Laurie Spell. Et donc il se passe beaucoup de choses, vraiment. Les personnages prennent beaucoup plus aussi en profondeur, parce que dans le tome 1, on les avait à peine survolés. J'avais beaucoup aimé le personnage de Nathanaël, qui était l'un des personnages les plus travaillés dans le tome 1. Et là, ça continue. On travaille un peu plus le personnage de Carmine de Liberté. J'ai beaucoup aimé le personnage de Liberté, qui prend une évolution que j'aime beaucoup. Et Carmine, qui était le personnage badass, entre guillemets, dans le tome 1, que j'aimais pas trop parce que pour moi c'était caricaturé un peu. Là, elle monte ses failles un peu, elle devient plus humaine, et j'ai bien apprécié ce mouvement-là de l'auteur, parce que si elle avait continué à rester faussement badass, comme je le dis, elle m'aurait pas trop plu, mais là, franchement, elle est cool. J'ai beaucoup aimé les 3 personnages principaux pour le coup. La deuxième intrigue du coup qui est à côté de ce livre, c'est tout le business qu'il y a autour des frères de sang, voilà, de la confrérie du sang, je sais plus comment ça s'appelle, qui menace du coup le gouvernement de Larry Spam, et dont on sait que Nathanaël et Liberté en font partie malgré eux. Et donc d'un côté on a Nathanaël qui va chercher à se renseigner pour faire tomber cette confrérie, et de l'autre on a Liberté qui, bah, du coup, vu qu'elle est en possession du livre qui leur est cher à leur cœur, va s'empresser d'essayer de le traduire pour essayer de se guérir. Voilà, et de guérir Nathanaël avec elle, enfin bref, du coup, ouais, c'est dommage qu'on ne rentre pas plus un peu dans le vif du sujet sur ça, mais je pense que dans ce tome-là, on apporte à peu près toutes les réponses qu'il y avait à apporter. À mon sens, je pense que ça sera beaucoup plus travaillé dans le tome 3, notamment après la fin pour Nathanaël. C'était une lecture vraiment cool pour reprendre ces 2 mois sans lecture, vraiment où je me suis pas ennuyée, c'était vraiment cool. J'ai eu du mal un peu à me mettre dedans parce que, alors je dirais pas que j'avais oublié ce qui se passait dans le tome 1, loin de là, mais je sais pas, j'ai eu le vocabulaire notamment, j'ai complètement oublié comment ça se construisait, parce que ils déplacent les L, ils mettent des ouches ou des M à la fin, enfin c'est compliqué. Leur vocabulaire qui est très compliqué, il y a des l'air de muche, je sais même pas comment ça... C'est le vocabulaire propre au boucher, et c'est dans le tome 1, je l'avais compris parce que justement à la fin, elle explique comment ça se crée. Là, il y a plus ce rappel, et j'avoue que j'ai eu la flemme de regarder tout le temps dans le tome 1 comment ça se construisait. C'est peut-être pour ça que des fois j'avais des... Je sais pas, je sortais du récit en mode putain, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Parle français, s'il te plaît, merde. Il y a peut-être la romance un peu entre Nathanaël et Carmine qui tombe un peu au milieu, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi, elle était pas tellement essentielle, mais après, moi, je suis un corps de pierre, la romance, c'est pas ça, mais voilà, bon, après, elle m'a pas gênée non plus, mais elle aurait pu être là ou pas là, ça aurait été pareil, j'ai envie de dire. Ça apporte peut-être un peu plus de profondeur au personnage de Nathanaël, parce que du coup, il s'ouvre un peu plus,
tout ça, mais Carmine, ça lui apporte pas grand chose, j'ai l'impression, donc voilà. Et enfin, on a Liberté qui... c'est le personnage que je n'aimais pas trop dans le tome 1 parce que c'est souvent faire marcher sur les pieds alors que c'est une personne très intelligente. Parce que voilà, elle sait qu'elle est pas très belle, elle est un peu grosse, machin, tout ça, du coup elle se laisse embobiner un peu trop facilement. Elle est niaise aussi. Mais dans le tome 1, à la fin, là, il lui arrive un truc, un mouvement, mais j'aurais jamais cru ça d'elle. Et j'ai été tellement contente en mode ça y est, elle s'affirme enfin la petite Liberté. Allez mon gars! Donc voilà, j'étais très très contente de ce tome là. En général, l'intrigue prend une tournure que j'aime bien. J'arrive pas encore à savoir comment ça se finit, ce qui est plutôt cool. Parce que je sais pas du tout où elle nous emmène, l'auteur pour le coup. Mais je suis contente, vraiment de me laisser... Je me suis laissée porter du début jusqu'à la fin, vraiment. C'était génial. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu comme ça, en mode posé sur mon canapé, et voilà, et je l'ai lu en 2 jours, et puis voilà, ça a été une lecture très très sympathique, et voilà, et je pense que je vais continuer comme ça pour le mois d'avril, du coup, à lire des petits livres comme ça, pour me remettre dans le bain plus ou moins dans la lecture, parce que je sais que j'ai des grosses pavasses qui m'attendent, et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et pourtant, franchement, j'ai le sorceleur, tout ça, qui m'attendent et je veux le lire, mais quand je vois le nom de page, je fais non, non, je veux pas. Non. Donc bon, je vous présenterai déjà tous les achats que j'ai eus la semaine prochaine dans mon book haul, parce que j'ai peut-être pas lu beaucoup, mais j'ai beaucoup acheté. Voilà, je tiens à préciser, je me suis beaucoup énervée. Donc voilà, vous le verrez la semaine prochaine. Et voilà, et je pense que... Alors, je vais participer au challenge que j'avais fait l'année dernière sur les métiers d'Harry Potter, les House Withathlon, il me semble que c'est ça le nom. Je vous ferai pas de vidéo de pal parce que là c'est trop tard, nous sommes le 1er avril officiellement, donc ça a commencé. Je ne vais pas vous faire une pal en milieu d'année, mais je pense que je vous ferai une vidéo où comment ça se passe le confinement, comment ça se passe la lecture, tout ça. Donc voilà, pour conclure, je vais poser ça. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, que le confinement se passe bien pour vous. Après, voilà, c'est pas une vidéo faite pour entrer dans les détails. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, tout se passe bien pour vous. J'espère que du coup vous en profitez pour lire. Voilà. Non mais voilà, faites ce qui vous plaît. Voilà, éclatez-vous, même si on est confiné chez nous, ça veut pas dire qu'on arrête de vivre, hein, loin de là. Il y a tellement de choses à faire de là où on est, notamment grâce à internet, donc voilà, éclatez-vous, ouvrez vos horizons, j'ai envie de dire. Et puis voilà, je vais vous dire du coup à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous d'excellentes journées, d'excellentes soirées, d'excellents week-ends, même si les journées, les week-ends, tout ça, ça te ressemble un peu. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!